enquête. Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast Parlement ultramarin qui analyse l'activité de nos élus. On a voté pour eux, ils sont là grâce à nous, mais que font-ils pour nous ? La séance est ouverte. Bonjour à tous, la séance est ouverte. Bonjour à tous, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. En tout cas, pour nos parlementaires ultramarins, on peut dire que cette rentrée s'est faite sur des chapeaux de roue. Certains ont privilégié le terrain, dans leur circonscription, au plus près de leurs électeurs. Mais la plupart ont passé les premières semaines d'octobre dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, dont la session a enfin débuté le 1er octobre, conformément à la Constitution. Cette rentrée parlementaire a eu lieu 10 jours après l'annonce de la composition du nouveau gouvernement du Premier ministre Michel Barnier. Le début de l'année 2024-2025 a été plutôt sportif, disons. À entendre certains et certaines, on aurait dit que nos élus n'attendaient que ce moment pour en découdre avec le gouvernement. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre chargé des 10 Outre-mer, pour nous, pays des océans. Monsieur le ministre, dans nos pays règne pauvreté, chômage de masse, empoisonnement environnemental, importation alimentaire par tonnes incommensurables, non-recours aux droits, difficulté d'accès aux soins et j'en passe. Ah, la vie qu'on mène, vous le voyez, elle n'a rien à voir avec les bienfaits de la colonisation vantée par votre collègue ministre de l'Intérieur. Vous venez d'entendre la voix de Béatrice Bellet lors de la séance de questions au gouvernement du mercredi 9 octobre. La nouvelle députée de la 3e circonscription de la Martinique, qui correspond à la ville de Fort-de-France, a été élue lors du scrutin législatif anticipé de 2024 et siège avec le Parti socialiste, donc au sein de la coalition de gauche du nouveau Front populaire à l'Assemblée. Ce qui signifie qu'elle fait partie de l'opposition de gauche à ce gouvernement classé très à droite. En tout cas, on peut dire que la nouvelle députée a fait des débuts fracassants dans l'hémicycle. Petite parenthèse. Je suppose que vous, chères auditrices et auditeurs, n'êtes pas tous originaires des Antilles. D'ailleurs, je l'espère très fort en fait, c'est le but carrément. Alors peut-être que la private joke de la députée martiniquaise vous aura échappé. Donc, petite explication rapide. Pendant qu'elle posait sa question éminemment sérieuse au tout nouveau ministre chargé des Outre-mer, François-Noël Buffet, Béatrice Bellet a agrémenté son intervention d'un clin d'œil au nouveau tube de Chris, un artiste guadeloupéen. Ce morceau, intitulé God Bless, a rythmé tous nos moments festifs aux Antilles pendant la période des grandes vacances. Alléluia! Ah, la vie qu'on mène! Donc je disais, une rentrée sur les chapeaux de roue. Nos parlementaires n'étaient pas là pour faire de la figuration. D'abord, parce que, comme je vous le disais pendant le précédent épisode, que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas fait, mais aussi à réécouter, à donner du love, bref, comme je vous disais, 27 députés des départements, régions et collectivités d'outre-mer, 16 siègent au sein des groupes parlementaires qui constituent le NFP, donc dans l'opposition. Et il ne faut pas oublier les 5 députés ultramarins qui siègent au sein du groupe LIOT, Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire. Un groupe idéologiquement éclectique, mais qui s'oppose parfois à l'exécutif à des moments importants. Écoutons la réaction du député guyanais Davy Riman du groupe Gauche démocrate et républicaine, GDR, à la nomination de François-Noël Buffet au ministère des Outre-mer. Il s'exprimait au JT de Guyane la première fin septembre et annonçait la couleur. Alors écoutez, de toutes les manières, lorsque M. Buffet dit qu'il connaît nos territoires, j'ai envie de dire oui, puisque c'est lui et sa famille politique au Sénat qui ont voté le texte en premier, qui a mis le feu aux poudres en Nouvelle-Calédonie-Kanaki, qui donne maintenant qu'il y a des dizaines de morts sur cette île-là. C'est bien ces mêmes personnes-là qui disent nous connaître, alors que depuis des décennies, on répète toujours la même histoire. Donc je n'attends rien de particulier de ces personnes-là, dans la mesure où ils vont encore venir nous raconter les mêmes histoires, sauf que nous ne sommes plus des enfants. Mais il va falloir travailler. Comment vous allez faire ? Écoutez, tous les problèmes qu'il y a sur le territoire, ils les connaissent. C'est déjà sur les bureaux. Il n'y a rien de nouveau, il n'y aura rien de nouveau. Donc maintenant, ça veut de savoir ce qu'ils vont faire, ce qu'ils ne vont pas faire. Nous, en tout cas, on sera à l'offensive. Pour aller déjà par rapport au budget qui va arriver, il y aura des débats à l'Assemblée, il va falloir maintenant qu'ils puissent comprendre qu'on ne peut pas aujourd'hui aller vers cette voie-là. Mais quoi qu'il en soit, vu la situation et vu les personnes telles que M. Rotailleux qui ont été nommés au gouvernement, qui a fait l'apologie du colonialisme et de ses bienfaits pour nos territoires, c'est un scandale son nom. Donc ça veut bien dire que le gouvernement en place, c'est une déclaration de guerre à nos territoires et plus singulièrement à la Guyane, mais on ne restera pas les bras croisés à les laisser faire, à continuer à nous martyriser de la sorte. Dans cette longue tirade, Davy Riman évoque la question du budget, et précisément le budget 2025
promet d'être une sacrée pomme de discorde pour les semaines à venir. Le nœud du problème, c'est que le gouvernement de Michel Barnier veut soumettre la France l'an prochain à une douloureuse cure d'austérité. Le budget pour 2025, présenté le 10 octobre par le nouveau ministre de l'économie, Antoine Armand, devrait inclure 60 milliards d'euros d'économies, avec 40 milliards d'euros de réduction de dépenses et 20 milliards de hausse d'impôts. L'objectif annoncé étant de redresser les finances publiques et de combler les déficits colossaux laissés par son prédécesseur Bruno Le Maire. Pendant les 7 années qu'il a passées à Bercy, la dette de la France s'est accrue de 1000 milliards d'euros pour dépasser la barre des 3000 milliards à la fin du premier trimestre 2024. Ouf, ça donne le vertige, tous ces chiffres. En tout cas, il va falloir assainir tout ça. La dernière fois que la France a connu une politique d'austérité aussi drastique que celle qui vient d'être annoncée par le gouvernement, c'était en 1983, lorsque François Mitterrand et son premier ministre, Pierre Mauroy, ont dû entamer le fameux tournant de la rigueur pour sauver le franc après une série de dévaluations. Bref, c'est dire si l'heure est grave. Et donc, avec un gouvernement qui veut sabrer la dépense publique à ce point, quelles seront les conséquences pour les régions et collectivités ultramarines l'an prochain ? Vous l'avez déjà compris, si ce budget est adopté, nos territoires vont devoir se serrer la ceinture comme tout le monde. L'enveloppe annoncée le 10 octobre pour le ministère des Outre-mer dans le projet de loi de finances pour 2025 s'établit pour l'instant à 2,49 milliards d'euros, ce qui représente une baisse d'environ 250 millions par rapport au précédent budget. On s'y attendait déjà un peu puisque nous avions écouté à l'épisode précédent le député guadeloupéen Christian Baptiste. Début septembre, il avait interpellé le gouvernement sortant sur cette question. La seule inconnue à ce moment-là était l'importance des coupes budgétaires à venir. Maintenant, on commence à y voir un peu plus clair et le tableau s'annonce franchement morose. D'autant que le budget du ministère des Outre-mer ne représente en réalité qu'une part infime, environ 10%, de la dépense publique totale en faveur des territoires ultramarins. Concrètement, l'État dépense aussi dans nos territoires via des missions effectuées par d'autres ministères. Au moment où nous enregistrons cet épisode, ces détails du budget ne sont pas encore connus. Mais le sénateur guadeloupéen Victorin Lurel a déjà sa petite idée. Ce sénateur socialiste, qui avait été ministre des Outre-mer il y a une décennie sous François Hollande, s'exprimait dans Mediapart. Je le cite. « La purge budgétaire est bien plus dévastatrice que celle redoutée, puisque ce sont plus de 398 millions d'euros d'économies que le ministère des Outre-mer devra supporter. » Fin de citation. Le sénateur Lurel avait sans doute reçu quelques détails en avant-première parce qu'il dévoilait, par exemple, que la ligne budgétaire dite « Conditions de vie Outre-mer » était purement et simplement asséchée. Cette ligne budgétaire porte toutes les dépenses du quotidien, par exemple la continuité territoriale, le logement, l'aménagement du territoire, le financement des collectivités, le plan séisme, etc., etc., etc. Les crédits pour les conditions de vie Outre-mer devraient passer de 1,28 milliard d'euros à seulement 810 millions, c'est-à-dire, dixit Victorin Lurel, à un niveau inférieur à celui voté en 2008. Le nouveau ministre des Outre-mer s'est abstenu de tout commentaire, mais quelques jours avant la publication de ses révélations dans Mediapart, il avait déclaré à La Première qu'il ferait tout pour sauver le budget des Outre-mer. Et il en aura bien besoin parce que les crises que l'État doit résoudre sont nombreuses dans les territoires ultramarins. D'abord, il y a Mayotte, le 101e département français et le plus pauvre aussi, est confronté à de multiples défis. L'immigration en provenance de l'archipel voisin des Comores, l'approvisionnement en eau, l'insalubrité, le manque de perspectives pour la jeunesse mahoraise, etc. Écoutons la réaction de la députée mahoraise Estelle Youssoufa du groupe LIOT. Elle répondait aux questions d'Outre-mer 360 le 1er octobre à l'issue du discours de politique générale du Premier ministre Michel Barnier. Visiblement, cet élu de centre-droit, qui a souvent eu des positions proches de celles des macronistes, est resté sur sa faim. Mais effectivement, je ne peux pas cacher que je suis très déçue de ne pas avoir entendu un mot sur Mayotte. Que ce soit sur l'immigration, la plus grave crise migratoire de France, elle est à Mayotte, que ce soit sur l'eau, la plus grave crise de l'eau, elle est à Mayotte. Ne pas entendre le Premier ministre parler de notre département alors qu'il évoque ces sujets qui sont extrêmement pressants à Mayotte, c'est quand même assez décourageant. J'espère que ce discours de politique générale qui était très très général n'empêchera pas le Premier ministre de travailler sur les dossiers. En tout cas, moi, je
J'amène dans ma besace la loi Mayotte, ma proposition de loi, et puis l'abrogation du droit du sol et du double droit du sol pour le lui mettre sur la table. Un sujet important auquel le gouvernement devra rapidement apporter des réponses, c'est la question de la vie chère dans les Outre-mer. Je vous en parlais dans l'épisode précédent, puisqu'il était question, entre autres, des enjeux du gouvernement pour les Outre-mer. Le sujet de la vie chère est resté sur le devant de la scène en Martinique. Depuis début septembre, 7 tables rondes entre acteurs publics et privés ont été organisées afin de parvenir à un accord pour une baisse des prix de plusieurs milliers de produits dans la distribution. Un protocole a été arraché le 16 octobre entre les partenaires publics et privés, mais le RPRAC, le collectif qui avait lancé cette mobilisation, a rejeté cet accord et a appelé à la poursuite de sa mobilisation. Rappelons que, selon l'INSEE, les produits alimentaires sont en moyenne 40% plus chers en Martinique que dans l'Hexagone. Beaucoup de gens connaissent ce chiffre et trouvent qu'il est sous-évalué d'ailleurs. Mais en général, ce sont les statistiques de l'INSEE qui font foi, faute de mieux. En fait, il s'agit bien d'une moyenne. Il y a des produits qui sont 200% plus chers et d'autres peut-être au même prix que dans l'Hexagone et d'autres encore peut-être qui sont seulement 10% plus chers. Ce serait ça l'idée. Bon, on en était où ? Oui, les tables rondes. Donc je disais, en marge de ce mouvement contre la vie chère, plusieurs nuits d'émeutes ont eu lieu dans l'île. Et ce, alors que le collectif n'a cessé de souligner que cette mobilisation contre la vie chère était pacifique. Les premiers débordements ont eu lieu en septembre dans quelques quartiers de l'agglomération de Fort-de-France. Ensuite, il y a eu 2 semaines de relative accalmie, mais à partir du 9 octobre, les violences urbaines sont reparties de plus belle dans une dizaine de communes de Martinique. Les députés martiniquais ont condamné ces violences au cours desquelles plusieurs dizaines de commerces ont été incendiés. Mais ils ont aussi déploré une réponse de l'État qu'ils jugent purement sécuritaire et répressive au lieu d'aborder le fond du problème de la vie chère. En Martinique, le déploiement d'une unité de CRS était du jamais vu depuis les émeutes de 1959 qui avaient ensanglanté Fort-de-France et traumatisé l'île. Ma prédécesseure, Jade, vous parlait déjà de ces événements tragiques qui ont marqué la mémoire des Martiniquais dans l'épisode 9 de la première saison, intitulé « Gestion du maintien de l'ordre outre-mer ». Donc c'est pourquoi l'arrivée de la 8e compagnie républicaine de sécurité, ou CRS 8, en septembre, a suscité une avalanche de critiques. Madame la Présidente, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Des hommes, des femmes qui ont commis la faute de ne pas être contents d'avoir été si longtemps trompés, abusés, exploités. Qui veut du pain aura du plomb, au nom de la loi, au nom de la force, au nom de la France, au nom de la force de la loi qui vient de France. Ces quelques mots ne sont pas de moi, mais extraits d'un discours prononcé par feu Georges Gracian, le maire communiste de la ville du Lamentin de l'époque en Martinique, lors des funérailles d'une jeune ouvrière et de 2 jeunes ouvriers tombés sous les balles des forces de police et de gendarmerie le 24 mars 1961. Ces quelques mots, j'ai tenu à les prononcer ici pour montrer ou démontrer, s'il en était besoin, la persistance des éléments de colonialité dans les relations entre la France dite métropolitaine et les 10 Outre-mer. Aujourd'hui encore, la seule réponse du gouvernement face aux revendications légitimes des Martiniquaises et des Martiniquais, c'est la répression, c'est l'envoi de la CRS 8, sans considération d'ailleurs des traces indélébiles laissées par les CRS de notre mémoire collective. Nous venons d'écouter Marcelin Nadeau, député de la 2e circonscription de la Martinique, qui siège au sein du groupe GDR. Il s'adressait à Michel Barnier le 10 octobre dans l'hémicycle du Palais Bourbon. Dans le reste de son intervention, le député interpellait le Premier ministre sur un courrier dans lequel son groupe, GDR, avait demandé au gouvernement d'intervenir plus activement face à ce qu'il qualifiait de position oligopolistique des groupes de la distribution. Il demandait également ceci. Et les 4 députés de Martinique attendent de vous une réponse rapide et urgente à leur demande d'audience. À quand donc les réponses concrètes que nous sommes en droit d'attendre pour qu'à nos revendications légitimes, l'État n'ait une fois de plus la tentation du plomb et de la répression comme seule réponse? Et à quand le départ de la Martinique de la CRS 8 comme demandé par de nombreux élus de notre pays? Merci. Une CRS 8 qui a d'ailleurs sévi lundi dernier contre des manifestants pacifiques. Si le mouvement de protestation contre la vie chère est resté jusqu'ici plus virulent en Martinique que dans les autres régions ultramarines, le problème est sensiblement le même dans les Outre-mer.
Dans tous nos territoires, le différentiel de prix avec l'Hexagone dans l'alimentation est supérieur à 30%. C'est Mayotte qui s'en tire le mieux avec seulement 30% d'écart de prix, tandis qu'à La Réunion, se nourrir coûte 37% plus cher, en Guyane c'est 39% et en Guadeloupe 42%. Là encore, c'est des données publiées par l'INSEE en juillet 2023. Alors si vous n'êtes pas d'accord, une fois de plus, c'est à l'INSEE qu'il faut écrire, pas à moi. En tout cas, cette histoire de vie chère, ça pose une autre question. Pour régler ce problème, il faudra que l'État mette la main à la poche. Par exemple, rien que pour améliorer la continuité territoriale entre l'Hexagone et les Outre-mer, ça coûtera des dizaines de millions en subventions au fret et au transport aérien. Mais si en parallèle, le budget des Outre-mer est en baisse de 10%, comment faire? Aïe 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 aïe, ça risque d'être compliqué cette affaire. Béatrice Bellet, la députée de Fort-de-France, a posé les termes dans l'hémicycle. Redonnons-lui la parole en conclusion de cet épisode. Pire, monsieur le ministre, face à la dégradation de toutes les sécurités, vous avez fait le choix de présenter le budget d'austérité qui prévoit la réduction de ce que l'on en a lu de 275 millions d'euros dans la mission Outre-mer du projet de loi de finances. Alors que les ultramarins réclament l'engagement de l'État pour assurer le blocage des prix, la continuité territoriale, l'accès aux soins, le développement économique, l'emploi, l'augmentation des salaires, vous rabotez encore et toujours sur ceux qui n'ont déjà rien. Bon, écoutons quand même la réponse que lui a faite le ministre des Outre-mer dans l'hémicycle, histoire de se faire une idée. Et l'État est mobilisé pour apporter une réponse, bien évidemment, à la situation ponctuelle de la Martinique. Il y aura des propositions qui seront... Si vous me laissez... Si vous avez simplement la courtoisie de me laisser répondre. Après, vous penserez ce que vous voudrez, mais je vais vous répondre. Donc on va répondre. Le gouvernement est mobilisé pour répondre rapidement à la situation. Et vous savez, comme moi, qu'il y aura jeudi une réunion importante en Martinique autour du préfet, avec un grand nombre de participants, que la problématique de fond est parfaitement identifiée. Nous savons qu'elle est multifactorielle. Il faudra s'engager ensuite dans un travail beaucoup plus approfondi, de réformes beaucoup plus approfondies. Et c'est une des missions, naturellement, que je devrais assumer dans les jours qui viennent. Donc, je dois vous dire simplement qu'il n'y a que la mesure et le travail en concertation qui permettra d'aboutir à des solutions durables pour l'ensemble des Antilles et j'allais presque dire pour l'ensemble de nos Outre-mer. Merci. Est-ce que la réponse du ministre à la députée martiniquaise vous a convaincu? En tout cas, nous suivrons tout ça de près dans les prochains épisodes. Et avec tous ces sujets, l'actualité promet d'être bouillonnante. Alors, rendez-vous le mois prochain. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La séance est suspendue. N'hésitez pas à nous faire des retours sur les réseaux, à nous mettre 5 étoiles et à partager autour de vous pour faire entendre les voix ultramarines. Au paquet